Bonjour, c'est Cryptoly, j'espère que vous allez bien en ce samedi 7 octobre 2023. C'est avec plaisir que je vous retrouve aujourd'hui pour parler crypto, pour parler BTC, et surtout parler bullrun. Parce que aujourd'hui on va se poser la question suivante, c'est est-ce que s'il n'y a pas de soft landing, s'il y a un hard landing, est-ce qu'il peut encore avoir un bullrun? Est-ce que nos prévisions, toujours de fin 2024, tiennent? Est-ce que derrière ce sera un bullrun qui sera classique? Est-ce qu'on aura une schématique normale? Est-ce que l'idée d'avoir un pivot de la Fed et une crise potentielle au niveau des USA va impacter la notion de bullrun dans la temporalité et même dans son existence? Et on commence tout de suite. Avant de commencer, petit rappel, vous avez la possibilité de faire financer un parcours pédagogique, donc une formation de plus de 60 heures, dans lequel vous allez voir la crypto, la blockchain, le trading, l'analyse technique, l'investissement, à travers des vidéos, des guides, plus de 130 vidéos, le tout gratuitement. Si vous voulez le faire financer, c'est ici, je vous mettrai les liens en commentaire, où vous pouvez, en faisant un dépôt de 500 € sur notre partenaire, en utilisant sa plateforme, faire financer entièrement la formation, tout est en commentaire et en description, et on retourne à l'actualité, qui est plutôt néfaste. C'est une des raisons pour lesquelles je fais cette vidéo-là aujourd'hui, parce qu'on a une actualité qui, ça y est, on a eu des barres rouges, on considère que potentiellement le soft landing, ça va plus être le cas, ce n'est plus possible, on va passer dans une forme de hard landing, le fait d'avoir une vente massive des bonds est une crise vraiment catastrophique pour les USA, et que globalement, c'est un peu la fin du monde, c'est un peu les ensembles de communication qu'on a eu cette semaine, et je veux revenir dessus et vous expliquer un petit peu pourquoi nous avons ce type de communication, et pour moi, on ne va pas forcément rentrer dans un hard landing, et que dans tous les cas, ça n'empêchera pas en fait le bull run. Je vous explique tout maintenant. Déjà, tout va partir d'un point crucial qui va être le pétrole, d'accord? On rappelle que l'inflation est relativement haute, à cause principalement du pétrole maintenant. On a derrière le corps qui est quand même relativement bas, qu'on arrive à contenir, qui est toujours un petit peu haut, mais qui est plutôt classique. La cible des 2% est quand même relativement proche, par rapport au cadre inflationniste que nous avons, et même de base, il est tout à fait classique de se dire que, ok, on peut rester au-dessus de 2%, on l'a déjà fait plusieurs fois, sans forcément avoir des taux qui sont excessivement. Et donc, pour moi, on est dans cette démarche-là où tout est lié au pétrole, et le pétrole, pour rappel, c'est une arme politique dans laquelle ça va osciller entre l'Arabie Saoudite, les USA, la Russie, et même dans le général, on va dire les BRICS, parce que maintenant c'est plus que simplement les BRICS, c'est les BRICS+, et dans lequel nous avons en face les États-Unis. Et on se retrouve dans une forme de range qui est un peu le ring, dans lequel on va avoir un combat politique qui va être entre 93$ et, allez, on va dire un petit peu plus haut, on va dire 70$, ça m'étonnerait qu'on revoie vraiment si bas que ça, ou ce sera juste une mèche qui sera ravalée instantanément. Donc ce sera en fait une oscillation dans ces zones-là, donc on va avoir globalement une inflation qui va être liée par rapport à ça. Il faut comprendre juste un cycle qui est en train de se mettre en place, et c'est très important parce que derrière on va avoir un impact au niveau du BTC, parce que clairement, le BTC, nous sommes dans cette démarche-là, où nous avons, ici, nous-mêmes nous sommes bloqués en fait dans un cycle, dans lequel nous avons la grosse zone de support qui se trouve ici, qui est maintenue par le top du précédent cycle, où nous avons ici 20 000, on va dire 19 800, et ici 17 300, dans lequel on a fait ici des écarts, où on est allé chercher de la liquidité en dessous, et on est reparti au-dessus, mais globalement, pour moi, c'est cette zone basse, et cette zone haute, qui est la représentation de première accélération, du support qui a servi à maintenir le cours du BTC, alors qu'on avait le China Ban à cette époque-là, et globalement, c'est ces deux supports-là qui vont, enfin cette résistance et ce support, qui vont combattre, qui nous forment en fait un range. Et c'est exactement la même idée, c'est-à-dire qu'on est dans cette représentation ici de ranging et de latéralisation sur des éléments qui sont relativement clés, qui sont relativement forts, l'un à travers ici le pétrole qui est le carburant de l'économie, qui est ce vers quoi en fait l'économie va tirer. S'il n'y a pas de pétrole, il n'y a pas de croissance, s'il n'y a pas de croissance, il n'y a pas de valorisation des actions, il n'y a pas d'intérêt en fait à avoir une croissance prolongée. Et le BTC, si on n'est pas dans quelque chose qui est inflationniste, ou en tout cas qui est expansionniste, dans lequel on va avoir de la volatilité, bon, ça veut dire qu'on n'a pas d'attrait, en fait, pour les investisseurs. Donc ouais, dans la même démarche, un petit peu où on est coincé dans un étau très fort, dans lequel, ici, ça va jouer sur l'inflation en elle-même va jouer sur les politiques monétaires des USA, et va entraîner, en fait, une valorisation
structurelle. Et là, on va se pencher, vraiment garder ça en tête, parce qu'on va aller vraiment dans le détail, et on va essayer de se projeter un petit peu dans la temporalité, avec, pour moi, je verrai toujours cette chute réelle et une consolidation du pétrole sur les mois qui viennent, dans cette zone-là, dans les alentours de 80$, voire même, pourquoi pas, un petit peu plus bas, aller chercher 75$, ici dans cette zone-là, avant de pouvoir repartir à la hausse. D'accord ? De toute façon, dans tous les cas, je pense qu'on restera pas dans une zone classique, mais je pense qu'on peut casser cette partie-là, que ce soit zoné en dessous, ou que ce soit zoné au-dessus. D'accord ? On est vraiment dans cette démarche-là, où je pense qu'on va avoir une stabilisation du pétrole. Ça veut dire aussi une stabilisation de l'inflation, une continuité de la diminution de l'inflation, grâce principalement à la temporisation du pétrole. Donc on aura quelque chose qui sera plutôt positif. Et ce qui est impressionnant, c'est qu'on commence à avoir ça, alors qu'on a une communication qui est très forte en disant que c'est très négatif et que c'est maintenant que c'est négatif. Alors que quand on regarde ce qui s'est passé sur ces 3 derniers jours de cette fin de semaine, on a eu quand même quelque chose qui était plutôt positif, où on a fait un test sur notre retest et on a accéléré à la hausse. Là, on est sur le S&P 500 et pour moi, on reste dans cette démarche où on va aller potentiellement retester ici ce gros retest que l'on a à 4435. Là, on est vraiment dans cette idée-là, où on est dans une phase de respiration, grâce principalement au pétrole qui est en train de se mettre en place, et à une communication qui est plutôt négative. Donc là, on a bien une communication négative qui a été effectuée ici, en disant que c'est la fin, on va s'enfoncer, et on voit quoi ? On voit une réaction haussière. Les personnes ont vendu, ça a été racheté notamment par les gros acteurs, et derrière, on va aller chercher plus haut pour refaire un sell-off derrière, et là on aura une communication disant que globalement tout va bien, que la récession, tout compte fait, on va bien partir sur un soft landing, il n'y a pas de souci, et on aura une continuité baissière qui est plutôt classique sur cette fois-ci. Donc là moi je vois plus une temporalité ou même une temporisation dans cette zone-là, pourquoi pas pendant un certain temps, durant octobre et jusqu'à potentiellement mi-novembre, avec un SP500 qui va se stabiliser. Là on est en 3 mois, donc en trimestriel, pour pouvoir justement avoir une bonne visibilité. On voit qu'on a eu une première impulsion baissière, un retracement, et là on est plutôt dans une phase de retracement, je pense qu'on ira retracer plus bas, et qui sera en fait notre dernière action baissière, et qui arrivera pour moi plutôt Q1 2024, dans lequel on aura une cassure baissière très forte, dans lequel on aura une valorisation d'un certain nombre de points. Parce qu'il faut comprendre qu'il y a plusieurs choses, il y a plusieurs éléments. On a la régularisation ici des taux gouvernementaux qui sont en train d'être effectués. On voit que l'écart entre les différents taux est en train de se rabougrir, est en train de diminuer, de se compresser, ce qui est plutôt normal. Donc ça sous-entend que là on pourrait être dans une zone de bascule, chose que l'on attend généralement. On voit bien une compression avant d'avoir la bascule derrière, donc c'est un petit peu ce que l'on attendait ici et qu'on n'a pas eu. On a eu un petit peu, mais c'est pas exactement ce qu'on attendait. Là on pourrait être bien dans cette démarche-là, où on pourrait avoir une respiration. Pourquoi c'est important ? Parce que là il faut comprendre que on est dans une démarche où ce n'est pas intéressant d'aller s'exposer à du risque. Parce que nous sommes sur des taux réels positifs, ça sous-entend que quand on prend le taux proposé pour détenir des bons au trésor américains versus l'inflation, on gagne de l'argent. Donc quel est l'intérêt d'aller chercher du risque, donc à travers les actions, à travers le BTC, alors qu'on a du rendement offert, gratuit quasiment, qui est donné au niveau des bandes US. Donc on est vraiment dans cette idée-là, où d'ailleurs ça pousse le dollar à la hausse, parce que on est dans une respiration où c'est intéressant de détenir des bons US, et pour détenir des bons US, on détient du dollar, c'est tout à fait logique. Donc on a un attrait du dollar qui est donné tant qu'on sera dans des taux réels, et chose qui ne changera pas tant qu'on n'aura pas ici une inversion de la courbe qui repassera à 0, inversion dont je vous ai parlé régulièrement, qui est l'écart entre les 2 ans et les 10 ans, donc globalement il est plus rentable d'avoir des 10 ans que des 2 ans, donc tant que ça repassera pas à 0, et tant que derrière, les taux de la Fed, ici, ne diminueront pas, d'accord ? Donc tant qu'on n'aura pas une diminution des taux gouvernementaux, et justement entraînés par les taux de la Fed. Alors d'ailleurs, on est resté sur des taux qui sont relativement fixes, d'accord ? Donc on n'a pas augmenté au dernier, pourtant on a une augmentation ici du yielding des obligations. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'on a une demande qui est grandissante. Pourquoi on a une demande grandissante ? Parce que tout le monde a compris que là on était dans une idée politique de rester sur un plafond, et donc on est bien dans la mise en place du plafond, on n'aura plus d'augmentation des taux, voire une grand maximum, mais
la probabilité baisse systématiquement, on est dans quelque chose où on va rester sur un taux qui va rester comme ça, avant de faire le pivot, donc ça veut dire que c'est intéressant de s'exposer à de la dette américaine maintenant, et donc à ce moment-là, on va vendre la précédente pour en racheter de la nouvelle, donc on a ce sell-off qui est en train d'être effectué, et donc quand on a le sell-off des bonds actuels, on a quoi? On a une augmentation du taux, ce qui est structurellement classique. D'accord? Et donc là, c'est logique, parce que les personnes sont en train d'anticiper le fait que les taux vont diminuer. Les taux vont diminuer, qu'est-ce qui se passe? Bah à ce moment-là, l'attrait monétaire des bons va augmenter, parce qu'il va être beaucoup plus intéressant de détenir des bons qui ont été achetés à des périodes de taux qui sont élevées, que des bons qui ont été achetés dans ces zones-là, ce qui est plutôt classique. Là, vous avez des bons qui vous rémunèrent 3%, 3,5%, là, vous avez des bons qui vous rémunèrent 5,1%. Bon, il est plus intéressant d'avoir un ticket qui vous rémunère 5,1 à l'année. Vous comprenez bien la démarche. Et donc, là, on est dans cette dynamique où, pourquoi on parle d'avoir peur au niveau du sell-off, ici. Donc, hop, on va retourner cette notion de sell-off. Parce qu'il faut comprendre que beaucoup de banques, et notamment le système bancaire américain, possèdent des bons au trésor américain, mais du coup, c'est des assets dans lesquels la cotation va diminuer, donc va être en dessous, certainement, de leur palier de rentabilité. C'est déjà le cas depuis un certain temps, mais là, c'est encore plus le cas, c'est en train de noter. Et donc, on pourrait se retrouver avec des banques qui manquent lors d'un bank run de liquidité, comme on a pu le connaître avec SVB, ou d'autres banques qui ont été sauvées in extremis. Donc on est dans cette idée-là de se dire, ok, bah, potentiellement dans une zone de saturation, et qu'est-ce qui va se passer, globalement, Q1, lorsque l'on va avoir un S&P 500 qui va s'enfoncer, lorsqu'on va avoir des bonds qui vont continuer soit à se stabiliser, soit à s'enfoncer, et on a potentiellement un risque d'éclatement du système monétaire US. Le tout saupoudré avec potentiellement une inflation qui serait gérée principalement grâce à la diminution et la stabilisation du pétrole. Bon, ben on aura une diminution des taux au niveau de la Fed, et donc derrière on repassera sur non plus un taux réel et un taux neutre. Ça sous-entend quoi? Ça sous-entend qu'à ce moment-là on reverra un afflux de liquidité dans le SP500, d'accord, parce qu'on ira chercher du rendement. Comprenez bien aussi que la notion de thème est classique, c'est-à-dire que là, on est dans une fin d'année. Fin d'année, les gens doivent aller chercher du rendement, doivent aller chercher leurs primes, les traders, c'est ce qu'ils vont faire, ils vont essayer d'aller chercher de la volatilité, ils vont essayer d'aller chercher là où il y a du rendement pour structurer en fait leur offre et répondre à leurs clients. Soit ils perdent des clients, soit derrière ils ont des pénalités, si jamais ils n'ont pas en fait le rendement assuré minimum. Donc on se retrouve dans quelque chose où on va aller chercher du court-termiste pour ensuite faire de la transition début d'année prochaine pour préparer la suite. Et c'est exactement ça où on va se retrouver sur un transfert de liquidité courant 2024 qui va passer des obligations vers les bons US, avec notamment la mise en place du pivot de la Fed, qui sera préparé par le marché bien évidemment et anticipé par le marché partiellement, bien que l'anticipation en elle-même, je trouve qu'elle est un petit peu rabougrie, parce que quand on regarde ici, la notion de bankruptcy, donc la notion de défaut, et donc de dépôt de bilan des sociétés US, donc qui est la courbe ici que l'on voit en bleu, on voit qu'elle est en cours d'augmentation, et la courbe ici en violet, c'est la courbe de l'augmentation des taux d'intérêt de la Fed. Bon, on voit que les deux, globalement, il y a un lag, oui, mais qui n'est pas un lag non plus monstrueux, hein. Quand on regarde l'écart entre les deux, on a quoi? Hop, 2, 3, on a quoi? 3 trimestres, 2 trimestres, on a 6 mois, d'accord? On a 6 mois d'écart d'injection, en fait, de passage de l'un à l'autre. Donc ça sous-entend qu'on va continuer à augmenter, et ensuite qu'on baissera, on aura ensuite une diminution, donc on aura quelque chose qui fera de ce style-là, hop, une augmentation, puis après une descente, et là on aura la mise en place du pivot, et une descente qui se fera avant, et donc on aura en fait la mise en place peut-être hop de quelque chose qui serait plutôt comme ça, et c'est plutôt classique. Et ça, ce signe de temporalité, ça sous-entend que on arrivera 6 mois après Q1. Bon, bah on arrivera globalement à Q4 2024, et c'est là où on va revenir un petit peu sur le BTC. On a retenu tout ce qu'on a dit pour se projeter là-dessus. Globalement, qu'est-ce que je vois par rapport à ça? Alors déjà, il y a un élément qui est concret, c'est que la barre des 25 000, elle est vraiment très dure. Elle est vraiment très dure à tenir. En même temps, ce qui est logique, c'est à peu près le milieu du range que l'on a dessiné là en face de nous, mais ce qui est aussi important, c'est qu'on a une résilience très forte du BTC par rapport au SP500. Clairement, moi, dans ma démarche, je pensais très fortement que lorsqu'on allait voir cette cassure baissière ici dans cette zone-là, qu'on allait avoir un BTC qui allait vraiment taper fort les 25 000, voire même aller chercher les 23 000 dans cette période-là, pour ensuite consolider, retaper sur les 25 et ensuite repartir. Donc quelque chose qui pourrait être schématisé de cette façon-là au niveau du BTC, avoir eu cette cassure, ce retest,
et globalement consolider ici, ou voir retester un petit peu plus bas les 20 000, et ensuite repartir. D'accord? Mais en l'occurrence, ce n'est pas le cas. On se retrouve dans une démarche où le BTC est résilient, voire même très résilient par rapport à ça. Ce qui est lié principalement au taux réel, ce qui est normal, parce qu'il n'y a pas d'attrait à prendre du risque au niveau du BTC, parce que justement, on a directement des rendements qui sont offerts par le Trésor américain. Donc, on est dans cette idée où, pour moi, on va changer un petit peu de fusil d'épaule, et vous allez comprendre pourquoi. On est dans cette représentation où on va potentiellement aller chercher un petit peu plus haut. Est-ce qu'on va retester ici les 30 000? Est-ce qu'on va aller chercher les 33 000? Est-ce qu'on va faire une déviation? C'est-à-dire, est-ce qu'on va faire un petit peu comme là on a connu mes versions en haut, c'est-à-dire une accélération haussière, respiration et descente, dans lequel ici on pourrait avoir des nouvelles de l'ETF qui apparaît, en Q1 2024, avec une accélération du cours du SP500 à la hausse, avec plutôt des bonnes nouvelles, ou en tout cas une temporisation générale, donc quelque chose qui pourrait avoir une respiration plus forte, avant d'avoir cette annonce de crise très forte, donc qui aurait lieu Q1 2024, avec une cassure qui pourrait avoir lieu ici, pour aller retester la partie basse, et ensuite repartir à la hausse. On rappelle que Q1, c'est globalement de janvier 2023 à avril 2023. Et donc à ce moment-là, on se trouverait dans cette zone-là, au niveau d'avril, avant la mise en place du halving, dans lequel après on aurait une forme de grinding qui se ferait, qu'on connaît très bien, hein, qu'on a déjà vécu, avant d'avoir l'accélération très forte qu'on aurait bull run, donc pour moi, fin Q4 2024, dans lequel on aurait une accélération avec la rupture et la consolidation au-dessus des 31 000, 32 000, dans lequel ici on repasserait au-dessus de toute cette zone-là, qui nous permettrait de consolider et de repartir à la hausse très fortement, et c'est là où on verrait ce type de bougie très forte, d'accord? C'est un peu le même principe, on voit bien qu'on a une zone très forte qui est notée ici, on fait un premier retest, on recasse, on fait la rupture, et lors de la rupture, c'est là où on a l'accélération. Donc pour moi, on est vraiment dans cette idée de représentation, et qui est plutôt logique, en fait, par rapport à ce qu'on est en train de voir au niveau de la macro, en tout cas de la représentation que j'en ai, c'est tout à fait logique au niveau de la temporalité, donc on serait dans quelque chose qui serait cohérent, c'est-à-dire que ici, on aurait une fin d'année qui serait plutôt dans le vert au niveau du BTC et des cryptos, alors plutôt BTC dans le général, un Q1 qui serait plutôt baissier, dans lequel on aura des opportunités d'achat intéressantes, et il va falloir acheter la peur dans cette zone-là, et globalement, après, accepter le grinding qui risque d'être long, dans lequel on va dire « Ah non, c'est la récession, c'est mal, ça ne peut pas monter, etc. etc. » Et pourtant, on verra un BTC qui rachètera tous les SL et qui arrachera tous les SL, pour ensuite avoir ici la zone de sell-off, et ensuite l'accélération très forte que l'on connaîtra sur fin 2024. C'est un peu l'idée que j'ai là, parce que dans tous les cas, au niveau des taux, il n'y a pas 36 solutions à un moment donné. L'inflation, si elle revient et qu'on arrive à contrôler cette partie qui est plutôt géopolitique, hein, au niveau du pétrole, clairement, l'inflation va arriver à se stabiliser. Va arriver à se stabiliser dans les alentours des 2,5%, et il faut juste que ce soit suffisamment rapide pour éviter de se retrouver dans, ici, là, une augmentation des bankruptcies qui serait colossale de ce style-là. D'accord? Si on a une accélération très forte qui est beaucoup plus rapide que le passage ici au niveau de la mise en place baissière, bah à ce moment-là, on sera dans une problématique qui sera très forte. Mais quand on regarde, là, on est vraiment dans quelque chose qui est différent par rapport à 2006, 2007-2008, dans lequel on avait une augmentation des taux qui était quand même relativement longue, une mise en place de pivot, et ensuite on a eu l'augmentation des dépôts de bilan qui a eu lieu. D'accord, on fait attention aussi à l'emploi, enfin le taux de chômage en tout cas, est en train d'augmenter légèrement au niveau des USA, donc on sait qu'on a un impact qui est en train d'être effectué, mais ce qui est plutôt logique, hein. Si on regarde les dépôts de bilan et qu'on regarde le taux de chômage, c'est corrélé, ce qui est en même temps normal, bien qu'il y ait une partie des dépôts de bilan qui est liée à des petites structures qui ont été lancées durant toute cette partie-là, en fait, où oui, le Covid a entraîné pas mal de création de petites structures, et qui sont en train de faire des défauts maintenant, mais on est dans une schématique qui est différente, parce que on n'a pas un mouvement qui est vraiment d'accélération comme ça, on a plutôt vraiment une forme de rending qui est ici, et ce rending a anticipé un petit peu l'augmentation des taux ici, mais qui est plutôt aussi classique, parce qu'on avait un défaut structurel d'infrastructure, des capacités d'acheminement, etc., etc. Donc pour moi, on est dans cette idée-là, où on va avoir le palier, on va avoir la redescente, on va avoir une augmentation, et ensuite une descente au niveau des bankruptcies, quelque chose qui va s'auto-réguler pendant un certain temps, parce que pour moi c'est une question de cycle, et les cycles se rapprochent de plus en plus jusqu'à avoir l'éclatement. Est-ce qu'on verra l'éclatement, ce cycle-là? Je ne pense pas, on est plutôt dans quelque chose qui est plutôt solide, parce que justement on a une économie qui est relativement solide. Alors ceux qui pensent que ça met beaucoup de temps à rentrer dans l'économie,
Là, on a la preuve que ce n'est pas le cas. D'accord? Là, on voit que c'est la preuve que ce n'est pas le cas. On a 6 mois d'écart. On n'est pas à 12-18 mois. On a ici 6 mois d'écart entre les deux. Et donc, je pense que l'accélération que l'on voit là, on va voir peut-être une accélération assez rapide pour aller retester cette partie-là avant de pouvoir faire une cassure, une respiration. Et c'est là où ce sera normalement anticipé. Q1, parce qu'on restera pas non plus sur des paliers qui sont très longs. Là, on a eu un palier qui était relativement long et dans lequel on était obligé de le lâcher parce qu'il n'y avait pas eu le choix. On était quasiment à un plateau, pardon, pas palier, mais un plateau de 1 an. Et ensuite, on a été obligé de le lâcher parce que justement, on a une augmentation ici de l'inflation. On avait une augmentation du chômage. On avait une augmentation d'une possibilité d'un crack financier qui était lié aussi à des produits financiers qui était vraiment mauvais, d'accord? On rappelle les subprimes, c'était ça. Et donc là, on n'est pas dans cette même démarche, on est dans une lutte d'inflation, et on voit que la lutte d'inflation, on arrive à la contrôler, tant qu'on arrive à contrôler le pétrole. Là maintenant, il faut justement finir de gérer cette lutte du pétrole, qui est clairement, on va pas se leurrer, une lutte politique, et en 2024, en parlant de politique, nous avons aussi un changement potentiel politique US, dans lequel on pourrait voir les républicains qui retournent dessus, donc qui serait positif pour les cryptos, mais aussi avec une démarche internationale qui serait totalement différente de ce que l'on connaît actuellement et qui pourrait aussi influencer, on rappelle quoi, le pétrole, parce que c'est une arme politique et donc forcément on aura une influence en fonction de qui dirige le pays aux USA et l'impact risque d'être relativement fort, c'est pour ça qu'il faut surveiller tous ces éléments-là. Je terminerai par résumer un petit peu au niveau du BTC. Clairement, pour moi, on va se retrouver toujours dans cette zone de léthargie qui est plutôt classique dans cette fin d'année, dans laquelle on risque d'avoir peut-être un petit peu de FOMO pour monter un petit peu plus haut, mais dans tous les cas, on risque de se retrouver sur une cassure des 25 000 pour avoir une respiration avant le halving, pour ensuite permettre d'avoir un retracement structuré et structurel au niveau du halving, et c'est l'idée générale, parce que dans tous les cas, on a plusieurs éléments qui sont endogènes qui sont en attente, et on sait qu'on les aura pas avant justement cette fin Q4. Clairement, je ne vois pas la SEC valider en janvier les ETF, ce sera certainement au fil du rasoir, donc vraiment sur la fin, donc c'est-à-dire mars, avril, encore une fois, quand on regarde les délais, on est vraiment dans cette idée-là, dans cette conjoncture ici, et ça pourrait être un élément pour donner une accélération haussière au BTC, mais entre-temps, on aura forcément une cassure parce qu'on n'a plus de liquidité qui est injectée de l'extérieur, et si jamais on a vraiment des mauvaises nouvelles qui arriveront, à un moment donné, on aura un sell-off qui aura lieu, et de toute façon, on voit très bien que les mouvements qui sont effectués récemment, si vous suivez les quotidiennes, vous le savez, sont des mouvements qui sont liés au perpétuel, donc ce ne sont pas des mouvements spot, donc ça sous-entend qu'on va chercher de la volatilité pour créer du mouvement, pour créer de la volatilité, pour elle-même créer du mouvement, et ainsi de suite, sauf qu'on sait très bien que ça ne tient pas quand on a des accélérations comme ça. Ici, ce sont des accélérations spot, portées par du perpétuel au début, puis ensuite transformées en spot, et là ce n'est pas le cas, ce n'est pas ce que nous voyons ici, dans cette zone-là. Donc c'est pour ça qu'on prend un petit peu de recul et on respire. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de me laisser un like et un commentaire, ça me fait toujours très plaisir. Et on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo.